Je suis actuellement en train de tester le nouveau Raspberry Pi 5 et j'ai réalisé quelque chose. En fait, la fondation Raspberry Pi nous a menti. Nani? Fin 2022, l'un des fondateurs avait déclaré que 2023 serait une année de résolution de tous les problèmes liés à l'approvisionnement, laissant entendre qu'aucun nouveau modèle n'allait voir le jour. Don't expect a Pi 5 next year. Une déclaration logique et compréhensive pour l'époque, car tout le monde voulait un Raspberry Pi 4. Il était suffisamment puissant et rapide pour pouvoir faire tout un tas de projets. Certains ont même réussi à émuler des jeux PS2 et GameCube sur ce dernier. Mais malheureusement, il était sorti à la mauvaise période. La pandémie et tout ce qui en découlait rendait quasi impossible le fait de se procurer une carte. Et donc nous voilà, 4 ans après, avec cette sortie presque inattendue. J'ai l'impression que l'histoire se répète mais sous une autre variante. Le Raspberry Pi 5 est victime de son succès. Tout le monde dit qu'il est plus performant, qu'il est super bien. Il y a une hype comme ça qui se crée, mais la fondation n'arrive pas à délivrer. Mais du coup, on peut se demander, est-ce qu'il est si bien que ça? Est-ce qu'il vaut vraiment cette hype? Dans cette vidéo, je vais tester le Raspberry Pi 5, te donner mon retour d'expérience. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les résultats, mais aussi quelques applications intéressantes. Sur ce, c'est parti. Pour faire cette vidéo, j'ai reçu le kit de démarrage de chez QB, dans lequel on trouve une carte Raspberry Pi 5 en version 4 Go ou 8 Go de RAM, un boîtier officiel avec ventilateur, une alimentation USB-C de 27 watts, un câble micro HDMI vers HDMI d'1 mètre et une carte micro SD de 32 Go. Autrement dit, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir démarrer. Au-delà de ça, ce kit est un peu moins cher que si on prend chaque produit séparément, et petit bonus, il est confectionné par des ouvriers de l'ESAT en France. C'est donc une solution pratique, économique et inclusive. Tu trouveras le lien du kit dans la description. Si on observe la carte, on voit que visuellement, elle ressemble beaucoup au modèle précédent. On a toujours ce form factor de la taille d'une carte bancaire, néanmoins on constate une réorganisation au niveau emplacement de certains éléments. Comme par exemple l'échange d'emplacement entre les ports USB et le port Ethernet, on revient à la même configuration que le Raspberry Pi 3. Ou encore la disparition du port jack. Sur le plan technique par contre, il y a pas mal de différences avec son prédécesseur. Le Raspberry Pi 5 est doté du processeur BCM 2712 de chez Broadcom, un 4 cœurs Cortex A76 cadencé à 2,4 GHz. Niveau GPU, on a un Vidéocore cadencé à 800 MHz, compatible avec les technologies OpenGL et Vulkan. Si la majorité des entrées et sorties étaient gérées auparavant par le CPU, c'est désormais la nouvelle puce RP1 conçue par la fondation qui va s'en charger. Le RP1 apporte du neuf côté interface, on a désormais une ligne PCI Express 2.0 qui offre enfin la possibilité de connecter des SSD via un HAT. Ces cartes additionnelles qui se branchent sur la connectique GPIO du Raspberry Pi, même si actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a toujours pas de HAT officiel pour pouvoir les utiliser sur le Raspberry Pi 5. Certains vidéastes, notamment Jeff Geerling, vraiment un des GOAT en termes de tests sur Raspberry Pi, etc., a déjà eu l'occasion de tester quelques HAT non officiels pour pouvoir connecter des SSD NVMe, mais il a aussi réussi à connecter une carte graphique externe et à la faire fonctionner. En tout cas me concernant, moi aussi j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Il y a un élément tout simple qui a été ajouté et qui était vraiment attendu par la communauté, c'est le bouton d'alimentation. Ils ont enfin ajouté un bouton d'alimentation directement sur le PCB, accessible depuis l'extérieur du boîtier. Bon, je pense qu'on a compris, pas besoin de déballer tout l'aspect. Sur papier, le Raspberry Pi 5 offre plus de performance et de fonctionnalités que son prédécesseur. Mais est-ce que c'est vrai dans la pratique ? Pour l'installation, rien de bien compliqué, on va utiliser le soft Raspberry Pi Imager. Là, on va pouvoir télécharger et monter sur la carte micro SD, donc l'OS qu'on veut utiliser. Ici, ça va être Raspberry Pi OS, mais il est tout à fait possible d'installer par exemple Ubuntu ou d'autres distributions Linux. Une fois que c'est terminé, j'insère la carte micro SD dans le slot et j'alimente mon Raspberry Pi. J'allume le Raspberry Pi et nous voilà arrivés sur l'interface de Raspberry Pi OS. Bien que le Raspberry Pi 5 fonctionne avec l'alimentation du Raspberry Pi 4, qui pour info est une alimentation 15 watts, 5 volts, 3 ampères. La limite en courant des périphériques connectés risque d'être restreinte. Si l'alimentation ne peut pas fournir assez de courant, le système d'exploitation avertira que la consommation de courant des périphériques sera limitée. On aura jusqu'à 1,6 A pour les ports USB avec une alimentation en 5 A, contre seulement 0,6 A dans le cas contraire. Et donc pour tirer pleinement parti des capacités du nouveau Raspberry Pi 5, il est préférable d'utiliser la nouvelle alimentation USB-C de 27 watts, capable de délivrer un courant allant jusqu'à 5 A. Ça sera surtout très intéressant lorsqu'on va vouloir brancher des périphériques qui sont un peu plus gourmands qu'une simple clé USB, comme par exemple des SSD. Ceci étant dit, après avoir fini l'installation et la configuration de mon OS, il est à présent temps de faire quelques tests. Je commence tranquillement par voir ce que ça donne dans une utilisation plutôt classique, c'est-à-dire donc regarder quelques vidéos sur YouTube, naviguer sur internet, etc.
L'expérience utilisateur est plutôt bonne sur Raspberry Pi OS, mais c'est aussi le cas sur Ubuntu. D'ailleurs, si jamais tester des OS sur un Raspberry Pi t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. La lecture de vidéos en Full HD est vraiment pas mal comparé au Raspberry Pi 4 où c'était beaucoup plus saccadé avec des pertes d'images relativement importantes. Malheureusement, la 4K n'est toujours pas dispo sur YouTube. Lorsqu'on est sur Raspberry Pi OS, on n'a même pas l'option. Sur Ubuntu par contre, l'option est là, mais impossible d'avoir quelque chose de correct. Il y a trop de pertes d'images. Apparemment, ça serait une question de codec non supporté. Par contre, je peux tout à fait lire une vidéo en 4K avec VLC sans que ça soit saccadé. Pour évaluer la puissance de calcul de ce mini ordinateur, on utilise des frameworks de test. Il en existe plusieurs, on peut citer par exemple Sysbench qui est un outil open source, normalement souvent utilisé pour tester en fait les bases de données, mais il y a aussi un module spécifique pour évaluer la performance des processeurs. Il va mesurer plusieurs aspects de la performance du processeur en évaluant par exemple la capacité de ce dernier à effectuer des calculs arithmétiques ou encore des tests multithread. Moi ici je vais utiliser Geekbench qui ne va pas seulement se contenter en fait de tester les performances brutes du processeur, mais en fait va simuler plusieurs applications du monde réel qu'un utilisateur aurait besoin de lancer. Ça peut aller d'une simple navigation internet, d'une lecture d'un fichier PDF à des tâches beaucoup plus complexes comme par exemple le traitement d'images. J'installe Geekbench sur la machine et il y a une subtilité qu'il faut prendre en compte ici, c'est qu'il faut modifier le fichier config qui se trouve dans le dossier boot en ajoutant cette ligne tout au début du fichier. Pour que le changement prenne effet, il faut redémarrer la machine. En fait, dans la version 64 bits du Raspberry Pi OS, la taille de l'unité de transfert entre la mémoire vive et la mémoire de stockage est par défaut de 16 KB. Or, la version standard de Geekbench fonctionne avec une taille de 4 KB. Et donc c'est pour éviter tout souci de compatibilité qu'on effectue en fait cette manipulation. À présent, on peut lancer Geekbench avec la commande Geekbench 6. Une fois le test démarré, on voit qu'il commence par rappeler les informations du système. Ensuite, il effectue les tests tout d'abord avec un cœur, puis avec plusieurs cœurs, et donne à chaque fois un score pour chacune des situations. Plus cette valeur est grande, mieux c'est. Dans Geekbench 6, le score de référence est de 2500, ce qui correspond à un score obtenu avec un Dell Precision 3460, i7 12e génération de 16 GB de RAM. On peut constater aussi juste ici, dans la barre de notification, que le CPU commence à être de plus en plus sollicité, le pourcentage d'utilisation augmente, et aussi la température augmente. Et j'en profite aussi pour rappeler qu'il est toujours mieux d'avoir un système de refroidissement pour son Raspberry Pi. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Ici par exemple, moi j'ai le boîtier officiel du Raspberry Pi qui contient aussi un ventilateur. Mais la fondation Raspberry Pi a aussi développé un autre accessoire qui combine en fait plusieurs méthodes de refroidissement. L'Active Cooler, qui contient donc ici un ventilateur en PWM. Le ventilateur va s'activer une fois une certaine température dépassée. Et l'autre partie qui est ici un dissipateur thermique. On testera ça juste après. Là maintenant, je vais répéter en fait plusieurs fois l'opération, histoire d'avoir en fait plusieurs résultats et d'en faire une moyenne pour avoir une idée en fait du score moyen qu'on obtient en faisant le test Geekbench. J'obtiens donc un score moyen de 748 en single core et 1474 en multicore, ce qui semble assez cohérent par rapport à ce que d'autres ont pu avoir. Par exemple, si je regarde ici sur le blog Raspberry Pi, ils ont obtenu un score de 764 pour le Raspberry Pi 5 et de 340 pour le Raspberry Pi 4. Après, comme moi ici, j'ai utilisé le ventilateur de base, j'étais à une température un peu plus élevée, j'imagine, que eux. Mais ça reste quand même cohérent parce qu'on obtient des scores 2 fois plus élevés que ceux obtenus sur le Raspberry Pi 4. Passons maintenant au GPU du Raspberry Pi 5. Pour cela, on va utiliser le framework GLMark 2. GLMark 2 est aussi un framework de test open source conçu ici spécifiquement pour tester les performances graphiques d'un système en se concentrant vraiment sur les capacités du GPU. Il utilise en fait une variété de scénarios tels que des simulations, des effets de lumière, des textes 3D, etc. Il mesure la fréquence d'images par seconde obtenue sous ces différents scénarios et il donne aussi un score final. Et donc ici j'ai obtenu 2006 et si on compare aussi avec le Raspberry Pi 4, alors là on est à un score 2,6 fois plus élevé. Le Raspberry Pi 5 écrase vraiment son prédécesseur, c'est ouf. Alors on peut continuer comme ça à faire plein de tests de performance en utilisant différents frameworks. On a par exemple les tests qui ont été faits
par l'équipe de Siduino. Ils ont fait un test de performance en utilisant un framework de réseau de neurones, le NCNN Framework de Tencent. NCNN en fait c'est vraiment un outil cross-platform qui a été développé pour utiliser en fait des applications de réseau de neurones dans des smartphones, etc. L'idée derrière c'est vraiment d'utiliser toutes ces applications d'intelligence artificielle dans des appareils mobiles. Le NCNN est utilisé dans des applications réelles, par exemple WeChat, V2, etc. Et donc pour revenir au test de Siduino, donc ils ont vraiment utilisé ce framework, ils ont évalué les performances du modèle YOLO V8 sur Raspberry Pi 5 et sur Raspberry Pi 4. Et là encore, le Raspberry Pi 5 écrase complètement le Raspberry Pi 4. On va finir cette série de tests avec l'évaluation du système de refroidissement. J'ai donc lancé les tests de Strasberry dans différentes situations. Le premier cas sans système de refroidissement qui est en vert ici, en orange avec le ventilateur basique et enfin en bleu avec l'Active Cooler. Sur le graphe on constate donc que l'Active Cooler arrive à maintenir une température en dessous de 60 degrés lorsqu'on est dans la phase de stress. Avec le ventilateur de base on est un peu plus élevé, on est aux alentours de 65 degrés, ce qui reste toujours bien. Et dernier cas, sans ventilateur on voit qu'on dépasse même les 80 degrés, ce qui n'est vraiment pas bien. Juste par curiosité, je vais regarder un peu ce que donnent les performances lorsqu'on overclock le Raspberry Pi, c'est-à-dire qu'on va passer de 2,4 GHz à 3 GHz pour le CPU et de 800 MHz à 1 GHz pour le GPU. L'overclocking fonctionne, mais malheureusement j'arrive pas à obtenir les scores. En fait, à chaque fois, l'application, que ce soit Geekbench ou GL Mark II, finit par cracher. J'ai donc retenté en diminuant la fréquence et je vois que à 2,8 GHz, ça a l'air de donner quelque chose. J'obtiens même le résultat de 840 en single core et de 1558 en multicore. C'est une amélioration par rapport à la situation où on n'a pas d'overclocking. C'est quand même dommage qu'on n'a pas pu avoir le score à 3 GHz. Alan de la Raspberry Pi Foundation, il obtient un score de 906 et en multicore 1634. Ça donne juste une idée rapide de ce que ça donne en termes de performance lorsqu'on overclock son Raspberry Pi. C'est parti maintenant pour un peu de rétro gaming. Je commence d'abord par installer la version expérimentale de Recalbox sur mon Raspberry Pi 5. On a Quake 2, Doom qui se lance et tourne très bien, donc je peux passer à la PS1 avec des jeux comme Crash Bandicoot, Marvel vs Capcom et Tekken 3. Et comme tu peux le constater, ça fonctionne parfaitement. C'est vraiment un retour en enfance pour moi, j'en oublie presque que j'ai une vidéo à faire. J'ai juste eu un petit souci avec les jeux de Nintendo 64, je ne sais pas pourquoi, lorsque j'essaie sur Raspberry Pi 5, ça ne se lance tout simplement pas, alors que juste avant j'ai essayé avec les mêmes ROM sur mon Raspberry Pi 4 et là ça tournait parfaitement. Vu que c'est une version expérimentale, on va pas encore en tenir compte, j'imagine que d'ici la prochaine release, tout ça sera fixé. Comme il n'y a pas encore de version de RetroPie sur Raspberry Pi 5, je passe au test d'émulation sur Raspberry Pi OS. Je lance GTA Vice City Story sur PSP et là encore ça tourne très bien. Et c'est au moment de tester l'émulation GameCube et PS2 que les galères ont commencé. Les émulateurs ne fonctionnaient pas, il y avait des packages manquants, je fouine sur les forums, j'installe tout et n'importe quoi, mais aucun résultat. Je tente de les compiler moi-même, mais sans succès. J'ai aussi fait crasher l'OS en installant des gestionnaires de fichiers tiers. Bref, je tente tout jusqu'au moment où je trouve enfin une piste dans une vidéo YouTube, le Discover Store. Grâce à ça, j'ai pu installer l'émulateur Dolphin et il fonctionne enfin. Et donc miracle, je peux enfin tester des jeux de GameCube. Mine de rien, c'est tellement satisfaisant de voir que ça fonctionne super bien, sachant que j'ai fait tourner les mêmes jeux sur Raspberry Pi 4 et là-bas ça galère pas mal. On monte même pas plus que 20 FPS et on le constate encore mieux sur le jeu Melee. Et tous les paramètres ont été laissés par défaut et j'ai pas overclocké le Raspberry Pi. Pour l'émulation de la PS2, j'ai pas su l'installer sur Raspberry Pi OS, j'ai donc fait tous mes tests sur Ubuntu. J'ai lancé le jeu GTA San Andreas et il tourne plutôt bien. Avec les paramètres par défaut, il y a sûrement moyen d'optimiser tout ça pour pouvoir avoir une meilleure qualité.
J'ai testé aussi Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 et j'avais espoir en voyant les FPS sur le menu, mais une fois dans le jeu, c'était catastrophique. Injouable. Donc c'est quelque chose à tester de jeu à jeu. Parfois un jeu tourne convenablement, un autre non. Il y a parfois des paramètres à appliquer. Ici c'est vraiment, j'ai laissé tout par défaut. Il n'y a pas d'overclocking, rien du tout. Et donc voilà le résultat. On sait déjà que le Raspberry Pi peut faire plein de trucs, plus que simplement de la bureautique ou bien du rétro gaming. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos précédentes. Là maintenant, ce que je vais te montrer un peu rapidement sans rentrer dans les détails, c'est quelques services que je vais lancer sur ce Raspberry Pi. Pour faire ça, j'installe Docker, qui est une plateforme pour créer, partager et lancer des applications sous forme de containers, quel que soit l'OS, ce qui permet d'éviter les problèmes de compatibilité. Ensuite, j'installe Protainer, qui va permettre de les gérer via une interface plutôt qu'en ligne de commande. En utilisant certains templates, on peut même avoir une liste de plein d'applications à lancer. Pour tester ça, je lance le service qui va déployer un site web sur mon réseau local où je vais pouvoir télécharger des vidéos YouTube. Voilà un peu l'idée pour la suite. En fait, ce que j'aimerais vraiment faire avec ce Raspberry Pi, c'est pouvoir lancer plein de petits services comme ça. Un VPN, un bloqueur de pub, un Media Center, etc. Dans le but vraiment d'avoir ce qu'on appelle un Home Lab. Un espèce de mini serveur où on va pouvoir lancer, tester des trucs, me familiariser avec des applications que je vois par exemple au travail, mais que je peux pas vraiment exploiter, on va dire, parce que sinon on pourrait casser des trucs, etc. Et j'ai vraiment pas envie de toucher au serveur du travail. Donc voilà, ça pourrait vraiment servir d'un serveur bac à sable, histoire d'apprendre et de tester des trucs. C'était déjà un peu le cas avec mon Raspberry Pi 4, mais maintenant, avec le Raspberry Pi 5, ça va être encore plus intéressant. Voire même pouvoir faire des clusters de Raspberry Pi. Je ne sais pas si c'est possible de faire un cluster entre deux modèles différents. Je suis pas du tout un expert ici, c'est vraiment pour tester et apprendre. Si jamais tu t'es déjà aventuré dans tout ça, que tu as certaines connaissances, etc., n'hésite pas à me donner quelques conseils dans les commentaires. Comme on l'a vu dans cette vidéo, le Raspberry Pi 5 est vraiment une amélioration du modèle précédent et c'est tout à fait normal après 4 ans quand même. La fondation a tenté des nouveautés pour pouvoir s'aligner avec la demande. On peut citer notamment le PCI Express, même si actuellement il n'y a toujours pas de hâte officielle disponible pour pouvoir les tester sur le Raspberry Pi 5, ce qui est un point que je trouve vraiment dommage. Il faudra donc malheureusement s'armer de patience. Ceux qui s'attendent à ce que le Raspberry Pi 5 remplace un PC et mette une grosse vitesse à la concurrence seront déçus. Alors oui, il existe des cartes, voire des mini PC meilleurs que le Raspberry Pi 5, mais est-ce que c'est vraiment juste une question de performance? Selon moi et de façon générale, les Raspberry Pi c'est surtout pour leur simplicité d'accès et la grosse communauté qu'il y a derrière. Je veux dire, c'est très abordable pour les débutants qui peuvent rapidement se mettre à faire des projets. Justement, en parlant de projets, si tu as un Raspberry Pi ou que tu projettes d'en acheter un prochainement, regarde la vidéo qui va apparaître tout de suite où je te présente quelques idées de projets et éviter de laisser ton Raspberry Pi prendre la poussière. Sur ce, à la prochaine, allez, ciao!